Les carnets du pivert. Les carnets du pivert. Bonjour et bienvenue sur les carnets du pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Vous écoutez un nouvel épisode. Je suis Between the Books et on voit à quel point je suis une podcasteuse professionnelle. Ce podcast est un lieu de réflexion libre et personnelle sur la littérature. J'y partage avec sincérité ce que j'apprends, ce que je lis et ce que cela suscite comme question chez moi. Aujourd'hui, on va parler de 2 romans, Aurélien d'Aragon et Juste avant l'oubli d'Alice Zeniter, pour parler de mon rapport à la fiction. Alors, je me suis lancée dans la lecture du roman Aurélien d'Aragon sous l'influence d'Adoria et d'Antastasia, 2 créatrices de contenu littéraire que j'aime beaucoup. J'avais quelques réticences parce que ce roman m'avait été auparavant recommandé par une autre personne qui m'a profondément blessée. La lecture était donc déjà sous le coup de l'émotion. Oui, l'émotion, ce truc très féminin dans l'expérience de la lecture. À cela s'ajoutent les 700 pages qui n'étaient pas pour me rassurer. Et pourtant, ce fut une expérience de lecture très particulière et intense. Alors, je ne vais pas ici m'étendre sur les qualités littéraires de cette œuvre, vous trouverez cela bien mieux partout, mais je prends quelques instants pour dire des mots rapides du sujet et des enjeux. Aurélien, le héros éponyme, est un rentier parisien, oisif, et par ailleurs ancien poilu de la Grande Guerre. Donc il mène une vie parisienne passive jusqu'à sa rencontre avec Bérénice, une provinciale qui bouleverse sa perception de la vie. Dans ce roman, Aragon dresse un portrait de la vie parisienne de l'entre-deux-guerres. Il passe en revue le milieu de l'art, le capitalisme, les sociétés d'anciens combattants, avec une légère distance ironique. Ce que l'on va aborder maintenant relève à la fois de l'émotion, mais aussi d'une réflexion personnelle sur la fiction. Donc pas d'analyse rationnelle du roman. J'imagine que vous avez tous déjà eu l'expérience d'une lecture qui vibre profondément avec vous, où vous vous rencontrez dans chaque ligne et chaque mot. Le contexte culturel et artistique de ce Paris des années folles, présent dans le roman, constitue mon univers visuel, si l'on peut dire ça comme ça. C'est ma période de prédilection, quoi. Je me trouvais donc chez moi. Et puis, je me suis reconnue dans le goût de l'absolu de Bérénice, ainsi que dans l'expérience amoureuse d'Aurélien. Jusque-là, il s'agit, somme toute, d'une expérience de lecture agréable, mais banale, faite d'identification psychologique. Mais il y a eu un moment de bascule au cours de la lecture. Une vibration étrange qui m'a fait interrompre un moment ma lecture. Vers la fin du récit, Bérénice fuit Paris et Aurélien et se réfugie dans une petite maison en Normandie, dans un village près de Vernon. Or, Vernon, c'est chez moi. C'est là où j'ai grandi. Évidemment, Bérénice se trouve à Giverny, qui est effectivement un petit village dans les environs de Vernon. Bon, Giverny est aujourd'hui bien plus connu que Vernon. On découvre ce village, Giverny, progressivement, et cela reste cohérent avec le contexte artistique, puisque Giverny, c'est le lieu d'habitation du grand peintre Monet. Alors bon, me direz-vous, qu'est-ce que ça fait que ces scènes se déroulent dans un bled que tu connais? Le reste du roman se déroule à Paris, Paris existe, des milliers de gens y habitent, qu'est-ce que ça change? Rien en apparence, mais tout pour ma lecture. D'abord, Paris est un univers littéraire en soi, donc on le retrouve dans énormément de romans. Mais Vernon. Qui connaît Vernon à part les Vernonnais? Parfois ce nom apparaît au détour d'une phrase, chez les auteurs normands en particulier, comme Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin. Je vais aller à Vernon, se dit Bérénice. Pour moi, à cet instant, à cette phrase, la frontière entre fiction et réalité, une sorte de 4e mur, vibre et tend à disparaître. En théâtre, le 4e mur, c'est un mur virtuel, transparent, qui fait que le lecteur voit la scène, mais que les acteurs ne voient pas le spectateur.
comme s'il s'agissait bien de deux univers distincts. Pour le roman, ce quatrième mur existe aussi pour moi. C'est la distance qui s'installe entre l'auteur et le lecteur par l'intermédiaire du narrateur. Bon, ça devient peut-être un peu complexe. Ce que je veux dire, c'est qu'entre l'auteur et moi, lectrice, il y a une distance infranchissable. Je n'ai de contact qu'avec le narrateur, et la fiction est séparée de mon réel. Je dois avouer que j'ai peu d'appétence pour ce qui ne relève pas de la fiction. J'aime que le contrat de lecteur, le pacte de lecture, soit clair et qu'il annonce « ce que je vais vous raconter n'appartient pas à ta réalité géographique ou temporelle ». J'ai besoin que la séparation soit bien nette et explicite. Là, j'ai eu la sensation qu'Aragon fracassait ce quatrième mur de la fiction, d'un coup de pied, me saisissait par le poignet et anéantissait la distance nécessaire et réconfortante de la fiction. Quand j'en ai parlé autour de moi, les lecteurs apprécient en général connaître les lieux. Cela permet une meilleure immersion visuelle. Pour moi aussi, sauf, je crois, dans les lieux qui relèvent de l'intime, du souvenir. Finalement, cette expérience étrange a rendu ce roman plus intime que prévu, et il me semble qu'il a tissé cette lecture à même ma mémoire. Mais cette expérience de la fracture de la fiction n'est pas la première pour moi. Il y a quelques années, j'ai lu Juste avant l'oubli d'Alice Zéniter. C'était une lecture un peu particulière, parce que je connais l'autrice. Enfin, je connais. J'ai partagé pendant 2 ans les bancs d'une classe avec elle. Je ne pensais pas que cela changerait quelque chose, mais en fait si, ça change beaucoup de choses. D'abord, j'avais des réticences à lire un de ses romans. J'avais acheté son roman précédent, Sombre dimanche, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir, et d'ailleurs je l'ai toujours pas lu, parce que quelque chose clochait. J'avais peur d'entendre sa voix en la lisant. Ce qui est un peu étrange. Mais pour ce roman-ci, j'avais pas le choix, parce que la lecture était obligatoire car professionnelle. Je pouvais pas tourner autour du pot. Alors, de quoi parle le roman ? Ce roman met en scène Frank, qui aime Emily, qui fait une thèse sur le maître du polar Galwin Donnell. Il doit la rejoindre à Miralay, une île perdue et inhabitée des Hébrides à l'ouest de l'Écosse. C'est là-bas que vont se dérouler les journées d'études internationales consacrées à l'auteur. En effet, l'auteur y a vécu ces dernières années avant de disparaître. La thèse la plus couramment admise présente sa disparition comme un suicide, mais le corps de Galwin Donnell n'a jamais été retrouvé. Frank espère que, lors de ce voyage, il aura le courage de demander à Emily de passer sa vie à ses côtés. Bon, ça sent le polar, mais c'est pas du polar. Ça sent le roman sentimental, mais c'est pas un roman sentimental. Ça sent la littérature blanche, mais c'est pas de la littérature blanche. C'est ce que l'autrice qualifie elle-même de métapolar amoureux. Alors pourquoi métapolar ? Parce que le roman tourne autour du maître du polar et de l'auteur de polar dans une ambiance qui rappelle un peu celle des 10 petits nègres. La tension est palpable, on se laisse contaminer par l'ambiance, on sait, on sent, il va arriver quelque chose sur cette île solitaire. Mais en refermant le livre, moi j'avais une drôle d'impression. Et cette drôle d'impression, elle est due au fait que le quatrième mur a explosé à la page 131. Page 131, le chapitre s'appelle Kamasutra. Le jour de son entrée en Hippocagne, Émilie avait eu une sorte d'épiphanie. Ou plutôt, on lui en avait administré une, pour peu que l'expression eût un sens. Ce qui s'était produit ce jour-là, c'était qu'Émilie s'était assise dans une salle de classe, qu'on eût dite tirée d'un film sur la jeunesse étudiante des années 70, avec un tableau vert recouvert d'une fine couche de poussière de craie et des chaises bicolores, dans lesquelles les cheveux se coinçaient, assise sans espérance particulière sinon une soif d'apprendre qui se situait dans la moyenne. Lorsque leur professeur de français était entré dans la salle, elle n'avait pas pensé grand-chose à part peut-être, devant la ligne parfaite dessinée par sa coupe au carré, que cette femme portait une perruque. Et puis la prêtresse avait commencé à parler. Elle avait ouvert cette séance initiale et l'année entière qu'elle passerait avec ses étudiants encore inconnus, en leur déclarant « La littérature est un kamasutra intellectuel ». Émilie avait hésité à prendre des notes, elle ne savait pas comment écrire kamasutra. La littérature est une sorte de plaisir poussé à son raffinement le plus extrême par des écrivains que le rapport
habituel au langage ne satisfait plus. Émilie avait vécu selon ce précepte pendant des années. Elle avait tenté de n'être découragée par aucun formalisme, de traiter les œuvres les plus obscures comme des machines à plaisir poussées dans des directions inattendues. Elle considérait qu'elle avait eu des liaisons plus ou moins suivies avec des écrivains avant-gardistes dont les perversions avaient pu l'enchanter un moment. L'autrice a utilisé un minuscule souvenir personnel pour nourrir son personnage. Normal, tous les auteurs le font. Sauf que là, c'était un détail qui interférait avec ma mémoire personnelle, parce que je me suis retrouvée dans cette salle, j'ai eu cette enseignante de français en hypocagne, je sais exactement de quoi elle parle, et il me semble, je n'ai pas un souvenir très précis de ce premier jour, j'avais beaucoup d'autres choses à penser, et contrairement à l'autrice, je n'étais absolument pas dans un milieu dans lequel j'étais à l'aise et habituée. C'était pas, disons qu'on n'était pas dans un endroit qui m'était familier, on va dire ça comme ça. Mais il me semble que ce qu'elle rapporte, les propos de cette enseignante, sont à peu de choses près ce qu'elle nous a tenus. Je me souviens moi aussi de cette coupe au carré, et moi je n'avais pas pensé à une perruque. On a les références de nos milieux sociaux. Moi j'ai pensé à une danseuse du Crazy Horse, pour vous dire. Mais ce détail, qui sert à nourrir le personnage, moi, il faisait partie aussi de ma mémoire, de mon intime. Alors une fraction de seconde, l'autrice, le personnage, ont fusionné. C'est-à-dire que Alice Zeniter est devenue la narratrice. Or ça n'arrive que dans les autobiographies, je le rappelle. Et moi, je me suis retrouvée dans le roman, comme faisant partie du hors-scène, un petit peu. Je me suis retrouvée dans cette classe, non pas comme si j'assistais à une fiction, mais comme si j'assistais à mon souvenir. Je me suis sentie à la fois personnage et dépouillée de mon souvenir. Comme si mon souvenir était contaminé par ce récit. Il y a une espèce de fusion assez violente entre ce personnage et moi. Comme si j'aurais dû connaître ce personnage. Cette explosion du 4e mur a aussi entraîné une vague de questions que d'habitude je ne me pose pas, et en particulier, qu'est-ce qui est fiction dans ce roman ? Évidemment, Galwin Donnell, Miralel, les personnages sont fictifs. Tout est fiction puisque c'est un roman. Mais dans le détail, quels éléments appartiennent à la vie de l'autrice ? J'ai commencé à quêter les détails en me demandant à quel point c'était tiré de sa vie. Et ça, c'est des questions que je ne me pose pas parce que d'habitude, ça ne m'intéresse pas. Et comme l'autrice elle-même, dans ce roman, s'interroge sur le rapport entre fiction et réalité, je peux vous dire que ces questions ont pris une place bien plus importante que nécessaire au cours de la lecture. Finalement, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question de qu'est-ce qui est fiction dans ce roman. Ce que je retiens de ces deux expériences, c'est à quel point le pacte de lecture, le contrat de confiance, pas celui de Darty, le contrat de confiance entre l'auteur et son lecteur, qui réclame une suspension volontaire de l'incrédulité pour entrer dans la fiction, se double pour moi d'une distance nécessaire et rassurante entre la fiction et ma réalité intime. Ces deux lectures m'ont permis de mieux saisir d'ailleurs pourquoi je n'apprécie pas la non-fiction, les autobiographies ou encore moins les autofictions. Et vous, quel rapport avez-vous avec la fiction ? Est-ce que vous avez connu ces moments de trouble ? J'attends vos retours et vos commentaires sur Instagram où je suis présente sous le nom Between the Books. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute pour être notifié, mais vous pouvez aussi noter mon podcast sur Spotify avec des petites étoiles. Si vous aimez ce podcast et si vous voulez le soutenir, je pense que la meilleure façon de le faire, tout simplement, c'est de le partager. À bientôt dans vos oreilles.